Corps à corps, corps à corps. Alors vous l'avez compris, hein, ça fait une semaine, même plus, qu'on a cette musique, ce refrain de la motion de censure qui fait son chemin avec cette situation politique inextricable du gouvernement de Michel Barnier qui doit faire passer sans majorité à l'Assemblée nationale un budget de la Sécu et budget de l'année pour les mois à venir. Alors Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire LFI, a déjà annoncé qu'elle déposerait une motion de censure en cas de 49.3. Alors scénario tout à fait imaginable. Marine Le Pen, qui avait rendez-vous lundi à Matignon, s'est aussi exprimée à ce sujet. On l'écoute. Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Pardon ? Si le vote avait lieu cet après-midi, vous voteriez la censure. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français. Nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Voilà, nous sommes loyaux dans notre politique. Ça, c'est vraiment quelque chose que tient à rappeler le Rassemblement national et Marine Le Pen, qui a quand même déclaré qu'elle craint que le gouvernement ne passe pas l'hiver. Jordan Bardella qui a déclaré que je crains que le gouvernement ne passe pas l'hiver. Donc, légère pression tout de même du Rassemblement national envers le gouvernement. Alors, on a aussi les électeurs, les adhérents du Rassemblement national qui, eux, mettent la pression sur le parti. Écoutez ça, c'était un reportage BFM. Bonjour, Mathias Renaud, je suis le député. La mécanique est souvent la même. Le député du RN reçoit des poignées de main très chaleureuses à travers les étals avant d'aborder le sujet qui fâche. Est-ce qu'on appuie sur le bouton rouge ? Est-ce qu'on renverse le gouvernement ? L'abcès, il faudra bien le crever un jour. Ça devient urgent quand même. À quelques mètres de là, même question, même réponse. C'est obligé, on n'est pas écouté. Pour l'instant, on l'a pas fait, mais dans 2-3 semaines, il y a une fenêtre de tir. Je ne veux pas manifester, rien, mais rien n'est fait dans le bon sens. Vous comprenez qu'on vous demande de censurer ? Bien sûr, s'il y a une majorité de nos électeurs qui nous disent qu'il faut censurer, c'est sûr que c'est pas neutre dans la balance. Rares sont ceux qui comprennent le dilemme du RN, peu redoutent de voir l'image du parti écorné ou de l'instabilité, car une réponse revient au micro. Qu'est-ce qu'on peut avoir de pire ? Il n'y aura pas grand-chose de pire. Il faut payer. On est des vaches à lait, et les impôts ils augmentent, tout augmente, on n'y arrive plus. Certains en arrivent à douter de leur parti. D'habitude, ils sont là pour le peuple, et puis là, il n'y a rien qui se fait, et s'ils hésitent, rien ne va avancer, quoi. Ces électeurs fondent très peu d'espoir sur le rendez-vous entre Marine Le Pen et Michel Barnier. En tout cas, forte pression donc sur le gouvernement, vous l'avez compris. Exercice de contrition de Michel Barnier hier sur TF1. Mais si ce n'est pas moi, c'est la tempête. Et en cas de chute du gouvernement, il y aura une situation très grave budgétaire. Voilà, une pression, retour de pression finalement de Michel Barnier au parti d'opposition et notamment et évidemment au Rassemblement national. On écoute un extrait. Vous parliez du 49.3, vous parliez de la censure. Moi, je sais depuis le premier jour, depuis le 5 septembre, qu'il peut y avoir une censure. Et que s'il y a une alliance dans les votes, improbable mais possible, entre les voix de M. Mélenchon de l'extrême gauche, de LFI, et les voix de Mme Le Pen du Rassemblement national, auxquelles se joindraient le Parti socialiste, le Parti communiste et Verts, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de budget. Il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut. Voilà, il y aura une tempête, des turbulences graves sur les marchés financiers, plus de budget. Voilà ce qui va arriver. Donc retour de pression finalement du gouvernement aux partis qui se veulent loyaux, comme l'a dit Marine Le Pen. Et on voit ici finalement toute la problématique dans laquelle s'est imbriqué lui-même le parti du Rassemblement national, qui tente de jouer le jeu, on va dire, du gouvernement, en tout cas de cette loyauté, de cette présentabilité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et finalement qui se retrouve coincé à son propre jeu. Guylain Benessa, on voulait débattre avec vous et Jérôme Sainte-Marie qui finalement se porte mal ce matin, mais au moins on aura une parole libre sur ce sujet du Rassemblement national et du rôle qu'il joue aujourd'hui et qu'il devrait peut-être jouer. En tout cas, c'est ce que dit le Rassemblement, les adhérents du Rassemblement national. Écoutez, on en a parlé, je crois, Clémence, déjà, et de ce point précis que je veux aborder, c'est qu'il y a quelques semaines, on ne peut pas taxer le monde d'être franchement pro-RN, ce serait difficile de dire le contraire. Oui.
Le Monde avait publié un papier tout à fait édifiant sur le ras-le-bol sur les marchés des électeurs du RN, des gens qui s'attendent à ce que le RN, pour reprendre l'expression désormais consacrée, appuie sur le bouton rouge, c'est-à-dire sanctionne ce gouvernement. Ça veut dire que la base, quand je dis la base, c'est même plus profond que la base, c'est que l'électorat fondamental du RN, celui qui est derrière Marine Le Pen depuis maintenant des années, réclame de faire tomber le gouvernement. En tout cas, une grande partie réclame de faire tomber le gouvernement. Ça veut dire que l'électeur du Rassemblement national, le Français qui va bosser tous les jours, qu'on a vu sur les marchés à l'instant dans l'émission que vous avez passé des extraits, il réclame la tête du gouvernement parce que pour lui, fondamentalement, Michel Barnier, c'est bonnet blanc et blanc bonnet si on a à le comparer avec les gouvernements précédents. Donc évidemment, comment voulez-vous, et c'est d'une clarté biblique, c'est limpide, c'est clair comme l'eau de roche, comment voulez-vous une seule seconde que le RN soit compatible et clair avec ses électeurs s'ils ont l'impression que le parti d'opposition hier est devenu le parti servile d'aujourd'hui. Oui. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux un parti qui hier, se voulait le premier rempart contre la classe dirigeante, on va dire, le premier rempart contre cette espèce de ce que Marcel Gauchet appelle le néolibéralisme autoritaire façon extrême centre. Comment voulez-vous que d'un coup ce parti se love tranquillement dans les institutions, est-ce qualité de contrôleur agréé ou plutôt d'opposant sympathique? C'est incompréhensible pour tout le monde. Est-ce que vous ne trouvez pas que est-ce que ce terme de loyal, même quand elle l'utilise, mais c'est pas la première fois, on voit bien toute la logique du Rassemblement national à vouloir être respectable, et là elle répète 2 fois loyal. Est-ce que c'est pas symptomatique justement de la problématique dans laquelle s'est ferré, enfermé lui-même le Rassemblement national? C'est, à mon avis, vous avez raison, c'est vrai que le mot est fort, en fait. Loyauté, vous savez, on va faire un historique du terme, mais tout de même, la loyauté, d'habitude, c'est ce qu'exigent les présidents de la République à l'égard de leurs ministres lorsqu'ils sont un petit peu inconvenants. C'est-à-dire, vous savez, on a 1000 comptes rendus de Conseil des ministres où l'un ou l'autre président, Emmanuel Macron, qui n'est pas le dernier de la sorte, a réclamé la loyauté pour dire fermez vos gueules devant les médias et faites ce que je dis. Donc c'est vrai que le terme de loyauté, il paraît beaucoup plus adéquat lorsqu'on est dans la majorité que dans l'opposition. Mais en fait, le problème que nous avons, je fais peut-être une comparaison rapide, mais je suis en train, je vous cache pas, de lire. J'ai entamé la lecture des mémoires de Boris Johnson, dont on pense qu'on veut. Je suis pas un Johnsonien, on va dire. J'ai pas d'action là-dedans. Oui. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson, à l'époque du Brexit, il entame son livre, les 100 premières pages, c'est le bordel du Brexit, avec celui qui s'est retrouvé avec la patate chaude dont personne ne voulait. Et il raconte comment, dans ces années-là, il a dû ferrailler avec globalement ses propres acolytes, sa propre famille, parce que il a été lâché par sa sœur, par son frère. Enfin, je veux dire, il a dû composer avec des gens qui, même parmi ses plus proches, l'ont envoyé paître. Donc famille politique et famille cellulaire. Exactement. Ouais. Exactement, famille politique, establishment, famille personnelle, intimité. Enfin, bref, tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que cet histrion absolument pas sérieux qui a fait comme seule promesse je vais tenir ce Brexit et on va en sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que et c'est quelque part, c'est à la fois terrible et c'est une leçon, c'est qu'à mon sens, que raconte Boris Johnson, même s'il se donne le beau rôle, il raconte une histoire qu'aucun homme politique aujourd'hui ne saurait tenir. C'est-à-dire que si un homme politique français aujourd'hui avait à gérer une situation comme le Brexit, dans laquelle il s'est retrouvé en plus dans un pays où il y a la souveraineté parlementaire, c'est-à-dire un pays où le Parlement est autre chose qu'une caisse d'enregistrement, je veux dire, des velléités de l'exécutif et du gouvernement, il a dû ferrailler, il a réussi à en sortir de cela. Je dis ça parce que, pour en revenir au RN, je ne vois pas le RN dans cette situation être capable de tenir une promesse de cette nature et d'en sortir indemne, parce que précisément en recherche de respectabilité, de responsabilité, il n'oserait jamais tenir le désordre jusqu'au bout, le soi-disant désordre, pour en sortir par le haut. Je pense qu'effectivement, ce que vous appelez la loyauté, ou ce qu'elle appelle elle-même Marine Le Pen, la loyauté, terme, oui. c'est un exercice de contrition. Alors, évidemment, cette contrition, je pense, et je crois d'ailleurs que c'est la leçon de la semaine dernière, si je puis me permettre. Alors, la leçon de Guilain Benessa. Alors, non mais vraiment, j'ai trouvé extrêmement intéressant l'affaire Marine Le Pen, s'agissant du détournement de fonds, etc. Vous en avez parlé à votre antenne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que nous parlons depuis maintenant des années du fameux gouvernement des juges, qui
évidemment, contrairement à ce que beaucoup disent, n'est pas une légende, puisque il est évident que les juges tiennent le haut du pavé et tiennent aujourd'hui la politique. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que la semaine dernière, Marine Le Pen composait avec un gouvernement avec en ligne de mire les élections présidentielles. Désormais, il est possible, sans certitude, que la juge la coupe et qu'elle soit inéligible en prévision des élections présidentielles. Oui. Certains, on verra la décision. Ce qui m'intéresse, c'est que la procureure, en mettant l'accent sur la potentialité d'une inéligibilité du Rassemblement national, avec des mots en plus extrêmement politiques. Il est évident que le jugement sera un règlement de compte à l'égard du RN, on verra jusqu'à quel point. Mais ça veut dire que la procureure a elle-même appuyé sur le bouton pour rendre à Marine Le Pen sa liberté. Parce que si Marine Le Pen devient inéligible, elle n'a plus aucun intérêt à jouer tranquillement le match en restant levée dans le confort et la prétendue loyauté d'une espèce de soutien implicite au gouvernement. En gros, elle va redevenir potentiellement un vrai stentor de l'opposition. Si effectivement elle n'est pas en capacité d'aller aux élections présidentielles, je pense que Marine Le Pen va moins s'arc-bouter sur une position bourgeoise et confortable. Oui, mais Guilain Benessa, pardonnez-moi juste... Attendez, ce qui veut dire, Clémence, je finis là, le raisonnement, ce qui veut dire qu'une procureure aura réussi officiellement à dynamiter la situation politique. Nous aurons un gouvernement des juges à l'envers, c'est-à-dire que les juges, en ayant la peau de Marine Le Pen, auront potentiellement libéré le RN de ces fourches politiquement correctes. On verra, mais ça peut donner une situation dynamitée par les juges eux-mêmes qui, en menaçant Marine Le Pen, auront quelque part contraint le RN à récupérer sa liberté. Oui. Peut-être qu'on peut en arriver là. Mais peut-être pas, ça peut se jouer à l'inverse quand même, parce que nous, on en a parlé en police-justice. Il est possible que ce procureur mette finalement la pression à la loyauté du gouvernement à Marine Le Pen au Rassemblement national, pression qu'ils vont faire tenir, puisque la décision de justice peut, elle, arriver très tardivement. On sait aussi que on peut jouer aussi sur la temporalité de la justice, malheureusement. On sait que ça peut aller très vite comme ça peut aller très lentement. Et cette décision, elle peut ne tomber que finalement juste avant les élections présidentielles, par exemple. Donc ça peut être une arme qui soit gardée comme ça, de pression, qui soit gardée tout au long de la montée en puissance de cette campagne présidentielle. Alors, oui, bon, il faut quand même raison garder. Théoriquement, la décision est quand même attendue pour 2025, printemps 2025. Alors, je suis d'accord que si elle ne règle pas tout et s'il y a appel derrière, etc., ça peut remettre une pièce dans la machine pour la suite. Je suis d'accord avec vous. Je pense quand même qu'on aura une indication nette, claire, peut-être pas définitive, mais une indication nette de la situation dans laquelle Marine Le Pen se trouve. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas inéligible et s'il n'y a pas l'exécution provisoire, de toute façon, ça veut dire qu'a priori, elle a quand même un peu de temps devant elle pour préparer la suite. Là, je pense que le marqueur sera la décision rendue, qui effectivement, en tout cas, n'est pas attendue dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, on a un automne, voire un hiver à passer sans avoir une décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris. Ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, pour aller au fond de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est qu'on marche sur la tête. Déjà, on marche sur la tête, merci, mais j'allais dire, surtout, on marche souvent sur des œufs. Aujourd'hui, ce que refuse de voir le RN trop souvent, et nombre de nos politiques, mais de toute façon qui ont laissé tomber l'idée de renverser quoi que ce soit. Le gouvernement de la peur, Michel Barnier nous le refait hier soir, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans qu'on nous gouverne par la peur. Je voulais qu'on y aille d'ailleurs sur ce gouvernement de la peur, ce que vous pensez, les turbulences graves sur les marchés, une tempête, a-t-il dit. Alors on a tempête, turbulence, on est très météorologique d'ailleurs. Ah mais de toute façon, vous savez, lors du référendum sur Maastricht, certains nous prédisaient, je cite, les 12 plaies d'Égypte. D'autres disaient, c'est le retour de Hitler. C'est quand même, dans le Figaro à l'époque, on les a quand même prédit que ce serait les bottes de Hitler qui reviendraient en Europe. Donc, vous le rappelez dans votre livre. Ça fait quand même longtemps que le délire sur la peur existe. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, et Clémence, vous êtes au moins beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, il y a 4 ans, on nous a expliqué que si on ne respectait pas les mesures barrières, nous allions tous finir globalement morts, je veux dire, avec des prévisions de mortalité délirantes. Bref, sur ce gouvernement de la peur, il est évident que c'est la vieille ficelle, et tout le monde est tombé dedans, parce qu'en réalité, ça arrange le monde entier que le gouvernement français, c'est-à-dire en réalité le gouvernement de l'Union européenne, on ne fait qu'appliquer la feuille de route de l'Europe. Michel Barnier a été choisi pour cela. Je le disais à votre antenne il y a 2 mois, Michel Barnier, c'est le commissaire européen de Bruxelles qui est passé négociateur en chef du Brexit, qui est devenu Premier ministre. On ne nous raconte pas d'histoire, tout le monde le savait, son ADN, c'est ça. Donc, on nous gouverne ainsi. Ce qui signifie que tout le monde, là vraiment, je mets la classe politique dans quasi son entièreté, a l'habitude de se dire on ne peut rien changer.
Et pour faire le lien avec l'affaire judiciaire Marine Le Pen, la question du gouvernement, la question de la motion de censure et la question donc de appuyer sur le bouton rouge, il faut un moment que le RN se rende compte d'une chose évidente et d'une chose qui crève les yeux. Les juges, mais plus généralement les contre-pouvoirs, ne sont plus des contre-pouvoirs, ils sont devenus des anti-pouvoirs. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de contrer, l'objectif c'est d'interdire et de punir. L'objectif n'est plus d'arbitrer, ce qui était censé être les juges il y a encore quelques années. L'objectif est d'annuler, de canceller tout ce qui ne pense pas correctement. Ce qui veut dire que l'objectif n'est plus et ne doit plus être, pour un politique digne de ce nom, c'est-à-dire un politique pour moi populiste, n'est plus de tenter de ménager la chèvre et le chou en se disant ça passera, parce que de toute façon ça ne passera plus. C'est-à-dire que soit Marine Le Pen est condamnée dans 3 mois à ne pas pouvoir se présenter, soit de toute façon si elle se présente et qu'elle gagne, ils auront sa peau après. Le Conseil constitutionnel, les autres, évidemment les juges européens, la Commission européenne, tout le monde aura sa peau. Donc de toute façon, soit vous êtes dans une logique où vous vous en foutez royalement et vous dites de toute façon les anti-pouvoirs veulent ma peau, je sais qu'ils veulent m'annuler, je joue le bras de fer parce que c'est la seule chose qui me reste. Oui, dans une position guerrière. Oui. Exactement. Ou alors, je tente benoîtement de desserrer le cadenas des contre-pouvoirs, auquel cas, je vous le dis tout de suite, je veux dire, la mort, en tout cas, l'incapacité de faire quoi que ce soit sera au bout. En gros, soit vous êtes Donald Trump, soit vous êtes soumis. Je ne crois pas qu'il y ait de demi-mesure. C'est, à mon avis, d'ailleurs, l'avenir des derniers gouvernements qui veulent tenter quelque chose. Oui, d'ailleurs, on le voit, le succès d'Orban, on parlait ici du président candidat roumain, Guilain Benessa. On aurait dû avoir Jérôme Sainte-Marie, avec lequel je pense il y aurait eu un débat sur le sujet, forcément, parce que clairement, le Rassemblement national joue la carte de la respectabilité, ce qui n'est pas forcément votre voie que vous imaginez pour eux. Qu'est-ce que vous auriez souhaité lui dire si jamais il avait été ici avec nous? Qu'est-ce que vous auriez souhaité lui dire, lui qui conseille, qui est quand même conseiller de Marine Le Pen sur ces questions-là? Vous savez, je vais vous dévoiler un échange rapide que j'ai eu avec lui. Lorsque Donald Trump a été réélu d'ailleurs plutôt une deuxième fois récemment, il était 7h du matin, les résultats commençaient à être consolidés, j'envoie un petit message à Jérôme Sainte-Marie en me disant il faudra un jour ou l'autre qu'on en parle, il faut tenir compte de la leçon de cette nuit. On a eu l'occasion d'en reparler par la suite rapidement, et là je pensais qu'on aurait un échange à votre antenne, à votre micro. Oui. Le match retour, exactement, la suite de notre discussion de la dernière fois. En fait, je crois profondément que le calcul stratégique du RN, il est parfaitement concevable et parfaitement audible si on le place sur une sorte de temps long tranquille. C'est-à-dire qu'on se dit, Marine Le Pen a récupéré le pouvoir après son père, elle joue la dédiabolisation, il fallait s'installer dans le paysage médiatique, il faut prendre sa place. C'est quelque chose de compliqué, je peux très bien comprendre, je cerne parfaitement, je crois, que cette démarche a quelque chose de respectable. Oui. Le problème... Et il faut rassembler, c'est aussi leur terme, rassembler large. Oui, bien sûr, il faut rassembler large, très bien. Le problème, il est simple, c'est que je crois que cette stratégie est faite peut-être pour faire la politique, certainement pas pour faire la grande politique. On peut devenir un politique en faisant cela, on ne peut pas faire de la politique en faisant cela. C'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir un Marocain de plus, on peut potentiellement avoir quelques élus, on peut même avoir une majorité, on peut même peut-être l'emporter. La question qui se pose aujourd'hui, alors que le mur, je fais un bilan très rapide. Nous avons non pas une, non pas plusieurs, mais nous n'avons que des impasses autour de nous. On a la dette, on a la potentialité de la tutelle du FMI, voire l'Union européenne, on a évidemment le délire écologique, on a l'immigration massive, on a la submersion migratoire, comme on le dit quand on essaye d'être politiquement correct, on a tout le reste qui nous guette. Je veux dire, rien aujourd'hui ne correspond mieux qu'à une situation de désastre, soit à courte, soit à moyenne date, quelque chose comme ça. Si l'objectif est de prendre le pouvoir en 2052, oui, pourquoi pas, je veux dire, dans ce cas-là, la stratégie du RN est peut-être la bonne. Si l'objectif, c'est de faire que la France puisse se dresser correctement, qu'elle puisse payer ses agriculteurs, enfin, en tout cas que ces agriculteurs puissent vivre, qu'elle puisse avoir encore du régalien, qu'elle puisse encore survivre, qu'elle puisse juste rester autre chose qu'une province administrée par non pas seulement des fonctionnaires européens, mais des gens qui rêvent d'abattre les nations et d'abattre les petites jambes. C'est des gens qui détestent le peuple, qui leur paraissent être une chose rétrograde, je veux dire qu'il faut définitivement enterrer dans les poubelles de l'histoire. Dans ce cas-là, la stratégie du RN de toute façon ne donnera rien, parce que si on ne comprend pas qu'ils veulent votre peau,
on ne pourra jamais rien renverser. C'est aussi simple que ça. Vous savez, je crois profondément, je viens de terminer la lecture du dernier bouquin de Marcel Gauchet, Le nœud démocratique. Alors, je l'ai trouvé très théorique par certains aspects, mais très intéressant par d'autres. C'est lui qui parle effectivement assez souvent de néolibéralisme autoritaire. La victoire de ce néolibéralisme autoritaire, c'est la victoire des petits hommes gris, c'est-à-dire la Commission européenne, mais qui est victorieuse non pas seulement parce qu'elle a pris le pouvoir, mais parce qu'elle incarne un sens de l'histoire depuis 50 ans. Si vous pensez renverser ce sens de l'histoire, avec vaguement une discussion de salon, quelques arrangements et vaguement 3 décrets, pris en Conseil des ministres, vous n'arriverez à rien du tout. Il faut renverser un sens de l'histoire. Ce n'est pas uniquement un coup de barre à droite ou un coup de barre à gauche, c'est une modification du code génétique qui a animé les esprits, les intellectuels, la classe politique, les sachants, les experts et tous les psychiatres du monde depuis 50 ans. C'est ça que Marine Le Pen a devant elle. Donc la question, c'est de savoir si elle sera capable de se dresser à la hauteur de l'événement ou si elle essaye benoîtement, consciencieusement et peut-être intelligemment, simplement de prendre le pouvoir. Merci beaucoup, Guilain Benessa. Et je crois que cet message passé à Jérôme Sainte-Marie, mais peut-être plus largement à la classe de ceux qui s'appellent l'opposition, il va faire du bruit. D'ailleurs, il est très, très apprécié ici en direct sur Tocsin. Guilain Benessa, je tenais à vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous. Nous battons des records d'audience immédiatement. Nous sommes 8000 ici en instantané, en direct, sur Tocsin et en non cumulé. Vous savez, on ne donne pas les chiffres cumulés ici, donc c'est juste maintenant, mais vous êtes déjà beaucoup, beaucoup plus nombreux, plus du double à être déjà passés sur cette matinale ce matin.